Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Clés pour la suite de notre série en 4 épisodes sur la migration. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cet enjeu s'est mué en un clivage politique central pour nos démocraties occidentales. Un clivage qui semble profiter à l'extrême droite, dont le récit s'impose de plus en plus et percole aussi dans d'autres formations politiques. Et face à cela, des partis de gauche et de centre souvent désemparés qui ont bien du mal à construire un contre-discours, voire un contre-projet. C'est de tout cela dont nous allons parler dans ce nouvel épisode. La première, les clés. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité, comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Ces mots-là, ils n'émanent pas du Rassemblement national de Marine Le Pen. Ils ont été prononcés en septembre dernier par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, membre du parti Les Républicains. Et ils appuient sur deux grandes craintes qui vivent dans la population un peu partout en Europe. D'abord, le fait que nos pays, nos États sociaux n'auraient pas les moyens d'accueillir davantage de migrants, et puis sur le fait que tous ces migrants seraient autant de criminels potentiels, rhétorique martelée depuis des années par Marine Le Pen. On voit bien que nous sommes victimes aujourd'hui d'une insécurité grandissante, dont une grande partie est la conséquence de l'immigration anarchique que nous avons vécue dans les dernières années. Cette situation est devenue terrifiante. Un autre argument, très régulièrement mobilisé par l'extrême droite sur la migration, c'est l'idée qu'elle viendrait menacer notre culture, notre système de valeurs, notre héritage historique. C'est notamment l'idée du grand remplacement, martelée sans cesse par quelqu'un comme Éric Zemmour. Il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Et là aussi, le discours semble faire mouche puisque de l'extrême droite, il a aussi glissé dans certains discours de la droite traditionnelle. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Si l'on regarde l'évolution ces dernières années, les mots de l'extrême droite sont repris par de plus en plus de partis de droite conservatrice. Mais ce ne sont pas que les mots qui sont repris. Les choix politiques posés par les gouvernements un peu partout dans nos démocraties occidentales vont vers toujours plus de fermeture et de fermeté, y compris parfois avec des gouvernements de gauche, comme c'est le cas au Danemark, où un gouvernement dirigé par les sociodémocrates a pris ces dernières années des mesures très dures sur l'immigration. Confiscation des biens à l'arrivée sur le territoire, accès restreint aux allocations, expulsion en cas de manquement à la loi, tout est fait pour décourager les immigrés de venir ou rester au Danemark. C'est très difficile pour moi, parce que si on veut être intégré à la société, on ne peut pas, à moins de parler parfaitement le danois. Le Parti social-démocrate danois justifie cette politique très dure par la nécessité de maintenir son modèle social et d'assurer une vraie intégration. Quand on parle d'intégration, c'est comment les gens peuvent travailler, mettre leurs enfants à l'école, apprendre la langue, comprendre notre société. Le nombre de personnes compte. Et si nous avons trop de personnes à arriver en peu de temps, c'est impossible de les intégrer correctement. Alors, si l'extrême droite semble aujourd'hui imposer son discours et ses idées dans le débat sur la migration, est-ce parce qu'elle crée un climat de peur dont elle profite ?
ou alors parce qu'elle met aussi le doigt sur de vraies questions irrésolues pour nos états sociaux? Eh bien, nous allons essayer d'y voir clair. Et avec nous pour creuser tout cela, il y a un spécialiste de la politique. Bonjour Bertrand Haine. Mais bonjour. On vous connaît évidemment comme éditorialiste sur La Première. Alors une première question d'abord avec vous, question très vaste, vous allez le voir. Pourquoi et comment est-ce que cette question migratoire s'est imposée depuis quelques années maintenant comme le clivage ou un des clivages centraux de nos démocraties? Alors peut-être d'abord une petite remarque, c'est signaler que nous avons toujours, depuis très longtemps en tout cas, vécu dans des sociétés confrontées à des vagues de migration. Quand je dis très longtemps, les historiens remontent au Moyen-Âge, donc c'est très long. Et à chaque fois, presque à chaque fois, ils montrent que ça a créé des discussions, en tout cas des problèmes, parfois des disputes, des tensions au sein des sociétés. Donc c'est un phénomène pas nouveau. Je pense que c'est quand même important de le signaler. Alors ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est un phénomène qui a sans doute commencé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une migration, il ne faut jamais l'oublier, qui est d'abord liée à cette société industrielle qui s'est reconstruite avec peu de main-d'œuvre, après la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, en Belgique, on a moins souffert de ça, mais en Allemagne, c'est très clair. En France aussi, avec peu de main-d'œuvre pour fonctionner, et qui a donc fait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère, italienne, marocaine, etc. Et là, quand il y avait extrême droite, dans les années 60-50, c'était une extrême droite néo-nazie. C'est des anciens collaborateurs qui étaient déjà contre l'immigration, mais ça ne prenait pas tellement dans l'opinion, parce que c'était des gens mobilisés d'abord par une idéologie néo-nazie, ou en tout cas proche de ces idéologies-là. Puis vous avez eu dans les années 70 la première grande crise économique, et dans les années 80 un phénomène un peu de backlash et de retour de théories plutôt ce qu'on a appelé néolibérales, où on a réduit l'État social. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Augmentation du chômage, pas à cause du néolibéralisme, mais d'abord parce que l'industrie européenne s'est un peu écroulée. Et là, beaucoup d'immigrés fraîchement venus se sont retrouvés au chômage. Et là, on a retrouvé un discours d'extrême droite qui a commencé à s'adapter à cette réalité-là, que beaucoup d'immigrés étaient au chômage. Et si vous vous souvenez des années 80, c'était non seulement l'immigré vole notre emploi, mais en plus ils volent notre sécurité sociale. C'est là que ça a commencé. Ça n'existait pas dans les années 70, ce discours, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'immigrés au chômage. Et puis vous avez eu les années 90, la fin du mur de Berlin, la mondialisation, la désindustrialisation a continué. Et donc le discours de l'extrême droite en Belgique, c'est 91, le dimanche noir. Vous voyez, a commencé vraiment à grandir, non seulement parce qu'il y a eu de plus en plus d'immigrés, mais aussi parce qu'il y a eu ce phénomène de crise successive liée à la mondialisation qui se sont installées. Et puis alors, la dernière phase, puis j'arrête là, dans les années 2000, c'est évidemment au tout début, le 11 septembre 2001, ces phases de migration, elles se déroulent alors qu'il y a une inquiétude de plus en plus grande sur le risque de l'islamisme politique qui serait importé chez nous par des vagues de migrants venus d'un pays d'Afrique du Nord, essentiellement, Maroc, Algérie, etc. Et donc, ces différents phénomènes se conjuguent pour expliquer matériellement, je veux dire, là, on ne parle pas encore des discours, mais pourquoi il y a une réalité aujourd'hui démographique, ça aussi il faut le dire, l'Europe qui est en baisse de natalité, qui se retrouve face à une immigration en croissance, ou en tout cas qui n'arrête pas de continuer. Bon, il y a certainement des hauts et des bas, mais enfin, c'est vrai que c'est un mouvement continu depuis les années 60, et une mondialisation qui a profondément transformé l'économie, la culture européenne ces dernières années. Et tout ça se mélange pour créer un cocktail dans lequel, aujourd'hui, une partie grandissante de la population, ça selon les indices et les différents sondages qui le montrent, considère, si pas que l'immigration est un problème, en tout cas qu'il faut la réguler beaucoup plus fermement. Mais donc, il y a des éléments, une sorte de substrat lié à une évolution historique, une évolution aussi de notre économie, de difficultés que connaissent nos États, notamment post-industrialisation, etc., dans ce que vous nous dites là. Le fait aussi qu'il y a eu cette croissance de l'immigration au fil du temps, et puis de l'héritage aussi des vagues de migration précédentes, de populations importantes qui se sont installées chez nous. Et puis, il y a le discours qui s'est construit à côté de cela. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, Bertrand Haine, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui, en particulier, ces dernières années, c'est surtout l'extrême droite qui a
capitalisé sur cette question-là et est parvenu à imposer son récit. Parce que ce substrat-là, il est le même pour tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est l'extrême droite en particulier qui arrive le plus à capitaliser là-dessus pour imposer son discours ? Il y a vraiment beaucoup de manières de répondre à cette question. Vous avez des sociologues politiques qui vont répondre en disant regardons qui vote extrême droite. Essentiellement, d'abord c'est un vote qui s'est massifié, mais quand même plus majoritairement les hommes. C'est un vote assez genré, partout en Europe, aux États-Unis aussi d'ailleurs, qui touche, auparavant, dans les années 80 dont je parlais tout à l'heure, c'était plutôt les populations âgées qui craignaient des vagues de migration. Aujourd'hui, c'est moins vrai, c'est plutôt des jeunes et des jeunes actifs et plutôt peu diplômés. Donc voilà, ça c'est une explication sociologique. Pourquoi ? Parce que ces catégories de population ressentent plus que les autres un potentiel danger dans l'immigration. Voilà, ça c'est sociologique, je ne juge pas ici, mais c'est une explication possible évidemment. Maintenant, si ça a touché ces populations-là, il faut essayer de voir dans le discours de l'extrême droite, évidemment, ce qui peut paraître attirant. Et le discours de l'extrême droite, au fond, n'a pas changé. Même s'il a changé de méthode, ils ont changé de... Mais l'idéologie de fond de l'extrême droite, c'est considérer que la société est comme, si vous voulez, une forme d'organisme, avec des jambes, une tête, un ventre. La jambe, ça pourrait être la langue, la tête, ça pourrait être la culture, le ventre, ça pourrait être l'histoire partagée. Et que ces références communes, eh bien, elles ne peuvent pas se partager avec n'importe qui. Forcément, ce sont des gens qui ont vécu ou qui descendent de personnes qui ont vécu la même histoire, la même langue, la même culture. Et donc, dans ce logiciel-là, l'immigration n'est jamais positive, forcément, ou à dose homéopathique, à condition de s'assimiler complètement. Ça, c'est l'explication identitaire. C'est une explication possible, c'est celle de la droite conservatrice. Vous avez des versions tout à fait démocratiques de ça. Bart de Wever, par exemple, qui dit, dans une société, en tout cas conservatrice de son point de vue, on ne peut reconnaître la solidarité et reconnaître l'autre que s'il est reconnaissable à travers des valeurs communes ou des références communes. D'où le canon flamand, vous voyez, que la Flandre a fait. Donc ça, c'est démocratique, c'est conservateur démocratique. Et alors, vous avez l'autre grande explication, à mon avis, du phénomène du succès des idées d'extrême droite, c'est plutôt une explication qu'on trouve à gauche, chez des penseurs qui sont situés à gauche, notamment un grand penseur, c'est assez ancien, un grand penseur autrichien, Karl Polanyi, qui observait, lui, la montée de l'extrême droite dans les années 30, et qui a essayé d'expliquer cette montée par une réaction au capitalisme un peu mortifère, très dur, qui détruisait les relations sociales entre les ouvriers, etc., qui isolait les ouvriers les uns des autres, qui détruisait les solidarités chaudes, comme il disait, c'est-à-dire hériter les solidarités familiales, etc., parce que on était dans une société où tout le monde était en compétition les uns contre les autres. Cette destruction du tissu social a favoriser les thèses d'extrême droite. Ça, c'est la thèse plutôt de gauche. C'est-à-dire que là, c'est pas le discours identitaire qui a du succès. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il a du succès, ou alors c'est une illusion. C'est d'abord parce que nous sommes séparés les uns des autres par le capitalisme, par l'économie, le tout au marchand, et que nous trouvons, à travers des figures de l'extrême droite, une manière d'exorciser, une manière de dépasser cette angoisse créée par la solitude de la société capitaliste. Ça, c'est l'explication plutôt à gauche. Et puis moi, très rapidement, mais parce que le temps avance, j'en rajouterai peut-être une troisième qu'on trouve de plus en plus chez des penseurs actuellement, qui pointe plus l'explication démocratique. Si l'extrême droite progresse, c'est pas à cause de l'immigration et des thèses identitaires, c'est pas à cause de l'inégalité, du capitalisme, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup d'inégalité que l'extrême droite augmente. Ce serait une maladie de la démocratie ou des démocraties occidentales qui serait confrontée à un phénomène qui est très ancien, mais que l'on prendrait vraiment maintenant, aujourd'hui, en pleine face, c'est l'idée que les majorités ou des personnes qui se considèrent comme majoritaires dans la population se sentiraient victimes de minorités ou de tyrannie des minorités, protégées par l'état de droit. Et donc on aurait des peuples qui diraient « nous sommes majoritaires, mais en fait on n'a plus le droit de diriger notre pays. Notre pays est dirigé par des minorités qui sont protégées par l'état de droit. » C'est ce qu'un penseur comme Yascha Mounk appelait le peuple contre la démocratie. Démocratie libérale, c'est-à-dire protégée par l'état de droit, avec des droits pour les minorités. Et on aurait une sorte de backlash
de retour de bâton de populations blanches qui s'estiment majoritaires, qui le sont parfois, mais on voit que parfois dans certains cas, c'est pas tout à fait le cas, qui se disent la démocratie, c'est d'abord respecter la majorité, et la majorité, c'est nous. Et donc, qui souhaitent plutôt, là, voter extrême droite, non pas pour des raisons identitaires, mais des raisons de pouvoir fort, d'autoritarisme, pour faire valoir leurs intérêts, et pas les intérêts des minorités qu'ils jugent dangereux. Et ça fait écho à ce que nous disait Philippe de Broecker dans notre premier épisode sur l'Europe forteresse, le fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que des choix posés par des États au nom de la démocratie viennent en contradiction, voire faire reculer certains éléments de l'État de droit, avec des juges qui vont à un moment donné vouloir pointer ces problèmes, sanctionner des États, et des États qui souvent vont s'asseoir même sur des décisions de justice. Donc cette confrontation-là entre cette volonté d'une majorité exprimée à travers la démocratie et l'État de droit, on la ressent dans ces éléments-là. On va faire une petite pause ici dans votre analyse, Bertrand, pour se pencher un peu plus sur le discours, mais même les mots du discours. Quels sont les mots que l'on utilise quand on parle de migration aujourd'hui? Comment est-ce que tout cela a évolué? C'est l'objet de la séquence tout de suite de Sarah Poussé. C'est avec Laura Calabrese, professeure d'analyse du discours à l'ULB, que nous allons nous intéresser aux mots pour dire la migration. C'est justement le titre d'un recueil collectif qu'elle a publié en 2018. Au fil des années, elle le constate, ce discours sur la migration est assez constant, peu importe les gouvernements au pouvoir. On est dans une continuité, dans le sens où on continue sur l'image très négative de la migration qui existe en Europe depuis les années 80 du XXe siècle. Ce qui va se passer en 2015, c'est qu'on va fort appuyer sur l'idée de crise, qu'on est dans une crise migratoire. Laura Calabrese souligne qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais termes pour parler de migration. Certains ont une définition juridique. Le statut de réfugié est défini par la Convention de Genève. Le mot étranger fait référence à une catégorie institutionnelle, tout comme les demandeurs d'asile. Et puis, il y a le reste. À côté de ça, il y a tout un tas d'autres termes pour se référer à la migration qui n'ont pas de définition juridique et qui peuvent être utilisés de 1000 manières différentes, puisque dans le langage courant, il n'y a pas vraiment de mot juste. Globalement, c'est le terme de migrant qui est le plus utilisé, notamment parce qu'il englobe un tas de réalités différentes, mais c'est un terme assez récent. Il y avait aussi d'autres termes qui étaient utilisés dans les siècles passés comme émigrants, émigrés, immigrants, pour parler par exemple des exilés de la Révolution française ou des colons européens qui allaient s'installer outre-Atlantique. C'est vrai que le mot migrant, il est utilisé notamment à partir du XXe siècle et surtout dans cette expression de travailleurs migrants. C'était des travailleurs qui venaient en Europe par des accords qui étaient passés avec des pays tiers. Ce qui s'est passé avec cette expression, c'est qu'on a au fil du temps laissé tomber le travailleur et il n'y a que l'adjectif qui est resté et qui est devenu après un substantif. C'est un terme qui est devenu dominant à partir de la crise de 2015 et oui, il est devenu un terme négatif comme n'importe quel autre terme du langage courant qui va se charger de sens au fur et à mesure de sa circulation. La spécialiste insiste, tous les mots s'usent au fil de leur utilisation dans tout un tas de contextes différents. Le plus important quand on écoute un discours, c'est d'être conscient de qui utilise quel mot et dans quel but. Je pense à la notion de transmigrant, qui est un terme qui vient du néerlandais et qui avait été repris par des journalistes de manière un peu inconsciente, par des journalistes néerlandophones, qui est un terme qui voulait dire que les migrants, ils ne venaient pas en Belgique pour s'y installer, mais pour passer au Royaume-Uni. Et du coup, l'implication de tout ça, l'argument derrière ce concept était qu'il ne fallait pas les accueillir. D'ailleurs, les journalistes qui l'ont repris, après, ils ont fait un mea culpa en disant on aurait dû mettre des guillemets, on aurait dû expliquer d'où ils venaient et dans quel but Theo Franken, par exemple, utilisait ce mot de transmigrant. Dans le discours politique flamand, on retrouve aussi l'expression d'un pays de lait et de miel qui fait référence à une terre promise belge qui attirerait de nombreux migrants pour ses conditions favorables.
on entend aussi souvent parler d'appel d'air. Le concept d'appel d'air est devenu extrêmement populaire dans le discours politique à partir des années 2000. Alors pour expliquer un peu la métaphore, lorsqu'il y a un incendie, on évite d'ouvrir les fenêtres pour pas que le feu devienne incontrôlable. C'est un peu cette métaphore qui est utilisée par le discours politique, à savoir que si on améliore les conditions d'accueil, la migration va devenir incontrôlable. Laura Calabrese relève aussi des inventions politiques de toutes parts, comme des faux demandeurs d'asile, des mots qui sont souvent des contresens sémantiques. Le but de ces dénominations, c'est un peu de vider l'asile de sa composante politique, en disant que ce sont des faux réfugiés ou des réfugiés économiques. C'est dire qu'en fait, les gens qui viennent ici, ces migrants, viennent pour des raisons économiques et non pas parce qu'ils sont forcés de quitter leur pays. La confusion du sens des mots n'est pas propre en partie, on la retrouve aussi dans des concepts plus policés comme la multiculturalité ou la diversité, des mots vides de sens qui renvoient quand même en sous-entendu vers le mot étranger. On le voit, le choix des mots a donc ici toute son importance. Voilà, les mots autour aussi de cette question migratoire, des mots aussi dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Un tout petit mot là-dessus quand même, Bertrand Haine. Il y a une évolution que vous n'avez pas encore évoquée, c'est que notre espace médiatique, le côté forum aussi que peuvent offrir aujourd'hui les réseaux sociaux, il est aussi très différent d'il y a 20, 30 ou 50 ans. Ça n'a pas pu changer la donne, ça aussi, sur la percée de certaines idées, certaines visions autour de la migration? Alors, c'est très discuté aussi. Est-ce qu'au fond, les ruptures qu'on a connues dans l'espace public sont la cause d'eux? En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que la manière dont l'extrême droite s'impose ne serait pas possible sans cette rupture qu'on a connue à la fin des années 90, début des années 2000, où on est passé d'un espace public très régulé avec des valeurs journalistiques, mais même partagées par le monde politique et d'une manière générale. Quand on s'exprime dans le débat public, on est plutôt dans la sphère de la rationalité, de la justification, de la prudence aussi quand même par rapport aux mots utilisés, à une sphère publique dominée surtout par les GAFAM et les algorithmes des réseaux sociaux qui, on le sait bien, valorisent plutôt la conflictualité, les émotions. Et c'était déjà comme ça que l'extrême droite, quelquefois où historiquement elle s'est imposée, que ce soit évidemment en Allemagne, en Italie par exemple avec Mussolini, jouait beaucoup plus sur le registre des émotions et de la conflictualité. Donc il y a là effectivement une nouvelle donne médiatique qui est plus favorable à la manière de faire de la politique de l'extrême droite historique que celle des partis traditionnels. Bon, venons-en alors à la question que l'on posait dès l'introduction de cette émission. Pourquoi est-ce que les autres partis, et là on pense plutôt aux partis de gauche ou des partis de centre-gauche, ne parviennent pas aujourd'hui à installer un contre-discours par rapport à ce discours de l'extrême droite? Parce qu'on a l'impression qu'on les entend peu, ou en tout cas qu'ils sont un peu déstabilisés par cette offensive de l'extrême droite qui embarque une partie de la droite avec elle, et qu'ils n'ont pas vraiment de réponse jusqu'ici. Alors, je pense que c'est compliqué, effectivement, pour la gauche, mais pas que pour la gauche. Peut-être en préliminaire, on pourrait se dire que c'est compliqué pour tous les partis qui se revendiquent d'un libéralisme inclusif, ou on pourrait dire un libéralisme universaliste. Ce sont les valeurs que partagent beaucoup de partis de gauche, pas tous, notamment les gauches radicales. Mais il y a beaucoup de partis libéraux qui se réclamaient aussi d'un droit d'accueil assez ouvert au nom de la liberté des personnes de circuler. Et on voit que ces partis s'interrogent aussi et se dirigent parfois vers une forme de conservatisme dont je parlais tout à l'heure. C'est le cas du MR en Belgique, c'est assez net, mais c'est le cas de d'autres partis de droite en Europe, en France, etc., par exemple. Et donc, cette évolution ne concerne pas que la gauche, c'est important. Pour ce qui concerne la gauche, alors, pour rester fidèle à la promesse universaliste de gauche, ou progressiste pourrait-on dire, on voit mal la gauche tout d'un coup se murer dans un discours de frontières fermées et d'Europe forteresse, tout d'un coup. Alors il y a sans doute plusieurs options. Il y a celle effectivement que les Danois ont plus ou moins développée, se dire au nom de la sauvegarde du modèle social, il faut peut-être freiner en partie l'immigration sans avoir un discours qui préserve soi-disant la culture européenne. Non, mais simplement plutôt préserver le modèle social. Ça, c'est une possibilité. C'est vrai qu'au Danemark, ça semble fonctionner. Voorhout est un petit peu dans cette évolution-là.
Et puis alors, il y aurait quand même aussi à gauche, encore peut-être oui, pour Écolo, pour le PS et sans doute pour le PTB, la piste d'un universalisme assumé, c'est-à-dire assumer que l'immigration n'est pas un problème, ou pas dans la mesure dont on voudrait le dire à droite, et considérer que le problème, c'est plutôt le retournement de l'opinion opéré par la droite, sur base d'une mondialisation dérégulée dont je parlais tout à l'heure. C'est l'hypothèse de Karl Polanyi, finalement. Pour régler le problème de l'extrême droite, il faut d'abord régler les problèmes socio-économiques. Il faut que l'État-providence soit efficace, que l'ascension sociale fonctionne. Quand on est ouvrier, on puisse s'acheter une maison, qu'on puisse développer un projet de vie, faire des études pour ses enfants, etc. Ce qui, aujourd'hui, est quand même compliqué. Donc, pour une partie de la gauche, la solution, c'est arriver au pouvoir et régler les problèmes. Or ça fait quand même 20 ou 30 ans maintenant qu'on voit bien que la gauche de gouvernement, comme on dit souvent, a beaucoup de difficultés à retrouver le chemin de la conquête. Paul Magnette, par exemple, en Belgique, essaye de lancer des pistes, etc., pour essayer de retrouver un chemin. Mais effectivement, on voit bien qu'aucune des options n'a vraiment aujourd'hui réussi, sauf, c'est vrai, au Danemark, dans une expérience qui peut-être va rester danoise, parce qu'il y a aussi des spécificités locales. Ici, en Europe continentale, tous les partis de gauche, il faut le dire aujourd'hui, sont en malaise avec la question de l'immigration. Soit ils ne veulent pas en parler, écoutez, le PTB ne parle pas beaucoup de l'immigration, soit, s'ils en parlent, c'est dans des petits cénacles, et plutôt pour se montrer prudents, chèvre-choutistes, mais des partis de gauche qui assument les frontières grandes ouvertes, ou en tout cas une grande solidarité, on n'en entend plus beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'une difficulté là-dessus, c'est pas aussi que s'il fallait construire une réponse de gauche, mais qui n'est pas une réponse avec une fermeture de frontières, un peu comme le font les Danois, c'est-à-dire on va refermer un peu plus nos frontières pour protéger notre modèle social, est-ce que ça n'imposerait pas alors d'avoir de vraies réformes profondes, mais à l'échelle presque mondiale, si on veut réfléchir les choses? Est-ce que c'est pas ça qui bloque aujourd'hui les partis sociodémocrates et socialistes sur cette question-là? C'est la difficulté d'être à la bonne échelle pour construire des solutions qui préserveraient le modèle social tout en ne fermant pas les frontières. Oui, c'est le problème de la gauche, et en particulier de la gauche marxiste depuis Marx, c'est l'internationalisation du combat. C'est vrai depuis très longtemps, quoi, ou l'internationalisation des solutions. Et donc, effectivement, ça reste vrai. Alors, il y a l'échelle européenne, où la gauche peut quand même construire des choses au niveau super étatique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, le problème ici, c'est aussi d'essayer de penser quand même la question internationale, alors que l'on voit qu'on est dans une phase de rétractation de la mondialisation très fort. Se dire, on a peut-être intérêt à dépenser plus d'aide au développement dans un pays pour éviter que les migrants arrivent jusqu'ici. Qui veut encore entendre ce discours aujourd'hui? On voit qu'on demande de la protection, enfin pas tout le monde évidemment, mais une partie grandissante de l'opinion demande de la protection des frontières contre les migrants, comme d'ailleurs contre les multinationales. C'est un discours qui est parfois croisé. Et la gauche doit retrouver sa boussole là-dessus, et c'est très difficile puisqu'on voit que parler international, parler de ces réalités qui nous dépassent parfois hors de nos frontières, est de plus en plus difficile, notamment dans la nouvelle économie médiatique dont on parlait tout à l'heure. On l'entend ? Difficile d'avoir une seule lecture des raisons qui font qu'aujourd'hui, le discours de l'extrême droite s'est installé comme dominant sur cette question migratoire. Et dès lors, difficile aussi pour les partis qui ne veulent pas suivre l'extrême droite dans son discours de fermeture et de préférence nationale, de construire un récit différent qui répondrait quand même au désir des citoyennes et des citoyens de retrouver prise sur le réel. Tout cela nous amène alors à une quatrième et dernière question que nous allons développer dans notre prochain et dernier épisode sur la migration. Quels sont les projets alternatifs à la fermeture des frontières face à ce défi migratoire? À suivre donc. Je vous rappelle que tous les épisodes de cette série et tous les numéros des clés d'ailleurs sont en ligne sur Rovio et sur vos plateformes de podcast. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore, à Sarah Pousset pour la préparation. Merci aussi à Bertrand Haine et à Laura Calabrese pour leur participation à ce numéro. Si vous souhaitez nous écrire, une adresse, lesclés, en un mot et sans accent, @rtbf.be.